vient cette obsession pour mon oncle, pour son histoire? Depuis l'adolescence, je suis comme hanté, ensorcelé par son image. C'est étrange car il ne me semble pas avoir été harcelé par ma famille d'anecdotes, de références perpétuelles à lui. Mais une chose m'a marqué et intrigué toute mon enfance. Cette photo géante de lui trônant face au lit de mes grands-parents, ses parents. Cette belle photo noire et blanche du photographe Guy Lequerec. Elle était là, tel un crucifix, imposante. Lui avec son saxophone, soufflant à plein poumon, inquiétant, comme habité par une force démoniaque. Le visage tendu, contracté par l'effort, les yeux fermés cachés dans l'ombre, invisibles. La première rencontre avec Alain, on revenait du lycée ensemble, chacun sur un trottoir de la rue Cardinet, puisqu'il habitait au coin de la rue Cardinet, l'avenue de Clichy. Moi j'habitais juste avant dans la rue Cardinet, dans le 17e, mais on était encore dans le 17e populaire. On était tous les deux, nos immeubles donnaient dans la gare des Batignolles. Et Alain il jouait de la clarinette, moi je jouais du piano. Et puis on a commencé à parler de ça, on a commencé à parler de la musique, quand on faisait de la musique. Et tout le monde entendait la radio. Et Alain, bien évidemment, comme moi, on entendait Sidney Bechet, qui était une immense vedette, qui était déjà un musicien, c'était la seule grande vedette noire. Donc si tu veux, c'était la première vedette immense. La première fois que les sièges sont cassés à l'Olympia, c'est pas pour Gilbert Bécaud. Du tout, ça c'est une légende, c'est pour Sidney Bechet parce que les gens se sont mis à danser dans les allées pour le jazz et tout ça. Et donc Alain jouait de la clarinette, peut-être parce qu'il était originaire des Antilles, de la Guadeloupe, et que la clarinette c'était un instrument très très populaire dans les Antilles, hein, dans la musique des Antilles françaises. Donc moi je suis d'origine bretonne, mes parents venaient de la région de Rennes et tout ça, entre Rennes et Saint-Malo, des Petzouilles, machin, fils de cheminot déjà, mon père, qui est émigré breton, lui il était fils d'émigrés antillais, moi j'étais fils d'émigrés bretons, ça fait marrer, mais il y avait un truc. Ouais. Parce qu'il y avait une nostalgie de chacun de nos pays, sauf que moi j'y retournais toutes les semaines avec mes parents, ramener la galette, le beurre, qu'il a mangé d'ailleurs avec nous, Alain. Bien sûr, je n'ai pas compris à cette époque où j'avais une dizaine d'années que mes grands-parents qui passaient la plus grande partie de leur temps dans leur lit à regarder la télévision étaient assommés. Mon oncle était mort fin décembre 1968 au Danemark, à l'âge de 26 ans, dans des circonstances étranges d'un accident en descendant d'un train. Il avait avec lui son saxophone. Et puis, il y avait un tonton, on l'appelait Tonton d'Afrique, je ne sais pas pourquoi il l'appelait. Après, j'ai réfléchi un peu, lui, il n'était pas à la SNCF, il travaillait au dépôt, la RATP, il était chauffeur de bus, la RATP qui était juste dans l'avenue de Clichy aussi, un petit peu plus haut, du carrefour Cardinet. Et il venait tout le temps chez nous. Je vois encore le mec qui fumait des baltos avec un fume-cigarette, il avait la petite moustache comme ça. Il y avait des personnages à cette époque-là, tu vois, intéressants, quoi. Et puis, il détonnait parce que tout le monde était tellement normal, tellement lambda, tu vois, on les repérait, quoi. Et il avait retaillé son costard de chauffeur de bus de la RATP, il était super élégant avec tu vois, le mec, il parlait comme ça et tout, avec les godasses super cirées, machin. Et il arrive au piano et il fait un boogie-woogie, tu vois. Ah, là, je tombe en arrêt et depuis, je fais du jazz. Voilà. Paf. Du coup, tous les exercices de piano à Nantes et les trucs de débutants, j'ai essayé de les faire swinger quand même. Voilà. Et à ce moment-là, tout ça dans les mêmes moments, hein, tout ça est tout à fait... là, voilà, ça se passe tout ça en même temps. Je rencontre Alain, il me parle de clarinette, moi je lui parle du piano, je parle du boogie-woogie, il me dit « Ah oui, le jazz, machin truc, Sidney Bechet », et on se branche. Et on commence, il vient à la maison, moi j'ai un piano, il est vachement intéressé par le piano, et puis on commence à jouer des trucs, lui il commence à improviser la clarinette, et le tonton en question, on loue une batterie, et on écoute déjà du jazz, on commence déjà à écouter des trucs. Et on sait par exemple que existe Benny Goodman, qu'il y a un truc de Benny Goodman, il y a Teddy Wilson, tu vois, ça remonte, tu vois les souvenirs, c'est incroyable. Et il y a Gene Krupa à la batterie, il
il y a et Lionel Hampton au vibraphone. Et il n'y a pas de contrebassiste. Et nous, on dit, tu vois, on dit, ah bah c'est possible, quoi. Donc, et on fait un trio, clarinette, piano. On se dit, bah on va jouer tous les trois. Le tonton, il jouait genre flap, 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 tu vois, genre New Orleans, quoi, tu vois. Genre les batteurs de la Nouvelle-Orléans. Et puis Alain, il essayait d'avoir le son comme ça, mi-antillais, puis Nouvelle-Orléans, puis il y a Armstrong, Sidney Bechet, tout ça. Les mecs qui accompagnent Sidney Bechet à la clarinette. Et puis moi, bah, je tape sur le piano, genre midi, je sais pas quoi, genre à base de grille de blues, et nous la partie. À partir de ce moment-là, jusqu'au moment où la vie fait qu'on est séparés, nos chemins se séparent, on va vivre absolument toute la découverte de la musique de jazz, tous les deux, ensemble. C'est un frère. Puis le temps va passer sans que je ne pense vraiment à lui. Mais à l'âge de 14-15 ans, je vais faire une découverte qui va faire ressurgir cette histoire et bouleverser inconsciemment le cours de mon existence. Je suis à Paris, dans le grenier de la maison de mes parents, et tombe par hasard sur une drôle de sacoche vert jade à la forme étrange. J'ouvre la fermeture éclair et me trouve nez à nez avec un instrument de musique informe, à moitié cassé, qui ressemble vaguement à un saxophone, mais qui aurait été confié au sculpteur César. Aplati, en pièces détachées, fendu en plusieurs endroits, tordu, le spectacle qui s'offre alors à mes yeux est à la fois effrayant et miraculeux. On montait l'avenue de Clichy, on prenait le boulevard de Clichy, on allait jusqu'à Pigalle. Mais on allait écouter Émilien Antil. T'as entendu parler de ce mec-là? Émilien Antil et Anne Lirvat. C'était deux musiciens antillais formidables. Émilien Antil, il jouait de l'alto, comme Charlie Parker. Mais vraiment, super saxophoniste. Je crois que c'est là qu'Alain a la révélation du saxophone, tu vois. Parce qu'il n'a jamais flashé sur le Sidney Bechet, le soprano. Lui jouait de la clarinette, tu vois. Et puis, Al Lirvat, c'était l'orchestre d'Al Lirvat, jouait du trombone. Et c'était un quintet, piano, basse, batterie, et trombone alto, ce qui sonnait très très bien, mieux que trompette alto. Et il jouait du jazz, et il jouait de la musique antillaise, et il jouait aussi du jazz, mais du jazz, du hard bop, quoi, tu vois, du bebop, hard bop. Et on était comme des fous quand on allait, et on se mettait dans un coin, personne, c'était une brasserie. C'était pas un club, hein, c'était un bistrot, enfin une brasserie, quoi, un grand café. La Cigale, le café qui fait le coin, là, tu vois, qui a été refait moult fois, juste à côté de la salle La Cigale. Et nous, c'était le café, la brasserie, tu vois, et on remonte et on descend tout ça, mais en pleine nuit, quoi. Avec toutes les péripatéticiennes et tout, on voit 2-3 petites scènes intéressantes, genre un mec qui se prend un coup de talon dans la gueule, tu vois, qui pisse le sang, tu vois, on fait « Oh bah dis donc !» Les putes qui nous disent « Alors mon petit bonhomme, tu veux pas un peu de sirop de machin, j'ai mal à la gorge, t'aurais pas... » Tu vois, on est là « Bah non madame, tu vois, on est des grands mômes, mais on passe tout ce... c'est cool, quoi. Il n'y a rien, pas de truc, on n'a rien vu, personne ne nous faisait chier, personne ne nous emmerdait, personne. C'était peinard, les parents. Hein. Tu te rends compte, on avait 2 pièces dans notre poche pour nous acheter une monte à l'eau, quoi. Mais les parents, ils savaient même pas où on allait. C'est-à-dire que mes parents, ils savaient pas ce que c'était que la Cigale. Et les parents d'Alain, j'ai un gros doute, tu vois ce que je veux dire. Bon, ils nous faisaient confiance, et puis on allait écouter de la musique, et puis voilà, bon. Ça, c'était les premiers trucs. Et c'est là qu'on voit tous les deux, on était tous les deux, la première fois, Eddie Louis au piano. Et faire un remplacement. Et les mômes, tu vois, Eddie, il est un peu plus âgé que moi, enfin, 4-5 ans, quoi. En plus, il était bon comme un dieu. Antillais aussi, lui, fils d'Antillais, Eddie Louis. Pour te dire comment on découvrait les choses,
Il y a Africa Brass qui sort, on est comme des fous, on est dans ce magasin de disques là. Et à l'époque, les disques, tu pouvais les entendre. À la Fnac, t'as un casque, mais à l'époque, tu allais les entendre dans une cabine. C'est-à-dire que le mec, il te mettait ça sur un électrophone qui était relié à plusieurs cabines. Il faisait clic, t'étais la cabine numéro 2. Et je me souviens, on s'est fait passer le disque au moins 3 fois. Et on était tous les deux comme ça dans la cabine, il y avait de la buée sur les fenêtres. On était comme des fous avec ce disque-là, surtout la face Africa, tu vois. Ah là là. Et puis on a dit au mec, vous pouvez nous le mettre de côté parce qu'on n'a pas de sous et tout. Et le mec, ils étaient cool parce qu'ils voyaient bien qu'on était des mômes, qu'on était comme des fous, on était passionnés à mort, tu vois. Et c'est vrai que et le mec nous mettait de côté, on allait le chercher les 8 jours après, quand on faisait nos écoles de croque, on s'était acheté à 2 ce disque-là, tu vois. Pour te dire les finances, tu vois. Ah ouais, ça rigolait pas. Et donc, voilà, ça c'est un souvenir de. Alors là, si tu communies pas avec un truc enfermé dans un machin qui fait tu vois, 1,5 centimètre cube, tu vois, je veux dire, là tu communiques jamais. Il y a quelques années, j'ai entrepris de faire réparer son saxophone, de lui redonner vie. C'est à travers son instrument que le musicien s'exprime réellement, que résonne sa véritable voix. Donc on connaît personne. Et puis on passe des annonces dans le Jazz Hot. Une annonce dans le Jazz Hot en disant voilà, musicien, jeune clarinettiste, enfin clarinettiste, pianiste, cherche musicien amateur à rencontrer, enfin, je sais plus trop comment on avait fait. Et puis il y avait aussi des mecs qui passaient des annonces pour rencontrer d'autres musiciens aussi, parce que on n'allait pas dans les grands clubs, on n'avait pas l'âge, on n'avait pas le pognon, on n'avait pas la culture. Il y a des mecs qui nous téléphonent. Enfin, je crois qu'Alain, ils avaient le téléphone chez lui. Ouais, les grands-parents Tabernoël avaient le téléphone. Moi, j'avais pas le téléphone. C'était le bistrot d'en face qui venait nous chercher quand il tapait au carreau, on habitait au rez-de-chaussée. Monsieur Texier, il y a le téléphone. Alors, on traversait la rue, oui, allô, dans la cabine. Enfin, la charade pas. On n'avait pas de bagnole, pas de télé, pas de machin. Enfin, bon. Ah oui, 1000 quoi, tu vois. Et là, on met le téléphone de chez Alain, donc les mecs appellent, tout ça, puis ça se passe chez moi, parce que en appartement, c'était pas possible. Moi, l'immeuble, qui avait été un immeuble de locataire des employés SNCF, se transforme en immeuble de bureau, donc il n'y a personne la nuit. On fait tout dans ma chambre, on pète la cave des mecs qui sont partis, il y avait des cloisons en bois, c'était des super caves voûtées, l'immeuble datait de Louis XIV. On fait carrément un club de jazz là-dedans. Ouais, mon père construit une estrade avec les bouts de planches récupérés et tout. Enfin, des machins, on descend un vieux piano pour âme et tout. Enfin, il y a des photos de ça. On répétait dans ma chambre avec les copines qui venaient, qui s'asseyaient sur le plumard et tout, tu vois, machin. C'est à 6, tu vois, avec la batterie, le piano, la basse, le vibraphone. Il y avait un vibraphoniste, tu vas voir, très important. Et là, et eux, il y avait la cloison comme ça, puis il y avait la tête du lit, là, tu vois. C'est-à-dire que jusqu'à minuit, ils s'en prenaient plein la tronche, tu vois ce que je veux dire. Puis les bombes passaient, on allait aux toilettes dans la cuisine, il y avait... Mes parents laissaient des trucs de flotte, des machins, des fois des gâteaux, tu vois. Alors mon père, il faisait chier ma mère en disant « Ouais, j'en ai marre, fais chier », mais il me disait jamais rien à moi, hein, tu vois, je veux dire. Bon, enfin voilà, quoi, il buvait trop, mais 3-4. Mais ah oui, c'est incroyable, tu vois, incroyable. Et la cave en bas, on a arrêté parce que on avait mis au soupirail, parce que les soupirails donnaient sur la rue. Ouais, on avait mis un petit bout de fil de fer qui dépassait dans la rue, avec un bidon en bas. Et les mecs qui connaissaient le truc, qui venaient des copains pour savoir pour pas réveiller les parents, enfin les faire sortir de leur lit parce qu'ils dormaient pas. Hein, ils agitaient le bidon avec le machin, au travers du soupirail. Et puis il y avait tellement de bruit, puis alors les copains, on savait, on voyait le bidon, tu vois, au soupirail où on l'entendait, sauf quand on jouait, mais on voyait je sais pas quoi. Il y avait un mec qui était préposé, un pote qui checkait le bidon pour que les copains n'étaient pas tous arrivés. Tout. Et puis au bout d'un moment, ça s'entendait dans la rue, puis les mecs qui sonnaient à la porte, et tu vois, mes parents se faisaient engueuler, ouais, c'est où le club et tout.
Oh les vieux, tu vois. Et là on a arrêté. Et on s'est remis dans ma chambre, tu vois. Bon. Puis après on était ailleurs, quoi, tu vois. Le hasard faisant parfois bien les choses, j'ai rencontré, il y a de nombreuses années, par l'intermédiaire d'un de mes meilleurs amis contrebassistes, un luthier qui travaille dans l'atelier de chez Selmer, la marque de référence pour saxophone. Un véritable passionné qui a accepté de jeter un œil à l'instrument de mon oncle. Il a bien voulu essayer de tenter l'impossible, sans compter ses heures, pour lui redonner vie. Il m'a spécifié qu'il ne pouvait pas me promettre qu'une fois réparé, le saxophone donnerait un son satisfaisant ou aurait son timbre d'origine, mais m'a affirmé que c'était un magnifique Selmer des années 30. La seule consigne que je lui ai donnée, c'est d'essayer de ne changer aucune pièce, mais de les restaurer toutes. Je souhaitais ramener le saxophone de mon oncle à son état initial, lui rendre sa santé première, comme si on opérait par une sorte de chirurgie tout le corps abîmé de mon oncle. Je voulais surtout, une fois son travail terminé, être la première personne à souffler dans le saxophone, après environ ses 50 ans de silence. Le premier à lui redonner vie, à entendre sa voix, la voix de mon oncle, à le faire parler. Quel vertige! Et on a commencé à écouter les premiers trucs dont je me souviens plus trop bien dans quel ordre, mais les premiers trucs de jazz moderne qu'on a écoutés, mais presque tout en même temps, c'est les Jazz Messengers, qui étaient super célèbres en France, avec Mohanin, le club enregistré au Club Saint-Germain. Surtout, ce sont des disques qui sont édités en France, parce qu'il n'y a aucun disque, à part les disques qui sont édités en France, par les compagnies françaises, par Vogue, Fontana. Toi, je me rappelle même des marques qui prenaient des licences de certains disques américains. Le Monk que j'achète, c'est un Vogue. Les Messengers, je me rappelle plus trop. Et il n'y avait aucun disque Riverside, aucun disque Blue Note, aucun disque américain. Et donc on écoute ça, on écoute Miley Stones, on écoute les Messengers, Miley Stones et Cannonball Adderley. Donc c'est le quintet de Cannonball et là on est fou de ça, tu vois, mais absolument fou quoi. Se fait prêter des disques, on échange des trucs, on se les passe, tu vois, parce qu'on n'a pas de pognon. Et puis il y a aussi un disque qui nous marque beaucoup aussi, c'est le disque de Miles Davis, le fameux disque où Monk engueule Miles engueule Monk parce qu'il veut pas qu'il l'accompagne, machin. Le truc légendaire, tu vois. Ça on écoute, Bass Groove, il y a Bass Groove là-dedans, tu vois, enfin bon, etc. Donc tu vois, on est là-dedans, quoi. On est vraiment. Et moi je suis encore au piano, tu vois. Et c'est là qu'Alain, qui lui aussi jouait de la guitare, qui a toujours joué de la guitare en même temps que d'un instrument avant, il s'amène et puis je lui dis t'as vu la contrebasse machin, il fait ouais mais d'ailleurs il me dit c'est très simple, il connaissait les quatre, donc c'est les quatre mêmes, il me dit bah tu vois c'est les quatre cordes graves de la guitare, donc tu vois sur la guitare le do il est là dans cette case là, donc sur la contrebasse il est là, on cherche le do, on colle un bout de papier avec Alain, puis il me dit tu vois en face du do c'est lui qui m'apprend la contrebasse. Tu vois, enfin les doigtés, mais où sont les notes? Il dit, tu vois, alors en face du do, t'as un fa, en face du fa, t'as un si bémol, puis en face du do, là, t'as un sol. Donc là, c'est do, a vide, ça fait ré, do, ré, donc mi, c'est là, ouais, mi, fa, c'est un demi-ton, donc c'est comme ça, fa, et puis après, il y a un ton, et puis je joue comme ça, quoi. Et je joue dans ça, quoi. Et là, très vite, du fait qu'on était assez... on faisait plus âgé que notre âge, très vite. Je suis allé écouter, on a commencé à fréquenter le Checky Pêche,
on a commencé à fréquenter surtout le chat qui pêche, parce que le Blue Note, c'était même pas la peine, vu que c'était aux Champs-Élysées, que c'était une boîte très chic, il fallait costard cravate. Le chat qui pêche, c'était un bouge, mais un bouge où ça se passait, quoi. C'était où, le chat qui pêche? C'était au coin de la rue de la Huchette et de la rue du Petit Pont. Tu vois. Et c'était là où ça se passait, quoi. C'était le jazz d'avant-garde, c'était tout, il y avait tout. Enfin, c'est là que ça a été notre endroit, quoi. Alors Martin a travaillé intensément sur le saxophone. Le soir, après avoir fini son travail, dans l'atelier même de chez Selmer, il l'a désossé, ressoudé certaines parties, fondu au chalumeau par endroits pour le remodeler, restaurer certaines pièces, certaines clés, et même fabriquer une qui avait disparu. Et le résultat fut au-dessus de toutes mes espérances. Alors on faisait des balles d'école aussi, tu vois, il y avait des concerts de jazz dans les balles d'école, tu vois, des grandes écoles, HEC, Centrale, tout ça. Ils faisaient dans les classes, ils décoraient les classes comme des clubs, et de classe en classe, tu avais des clubs différents. C'est là que j'ai vu Aldo pour la première fois, c'est là que j'ai vu des mecs que tu connais pas, mais qui jouaient avec JF pour la première fois. Ouais. C'est à peu près à ces moments-là où JF et Aldo jouent au chat qui pêche et on va les écouter et tout. Et ils avaient une longueur d'avance sur nous, tu vois. JF, il avait pratiquement un an de plus que moi, c'était énorme à l'époque, tu vois. Et etc. Et donc, on commence à fréquenter tout ça. Mais je te dis, on est tout le temps, tous les deux, ensemble. Et je me mets à la contrebasse. Et c'est parti. On a joué dans des surbooms du 17e. J'ai des copines, on faisait des doublures, on animait, quoi. Ouais. On faisait des soirées comme ça, on a fait des soirées payantes, je sais pas où, que nous avait trouvé un très mauvais musicien qui voulait absolument jouer avec nous. Et Alain m'avait dit, tu vois, c'était vraiment pas bien. Et il m'a dit, tu vois, faut jamais s'acoquiner avec des mauvais. À un moment donné, en fait, moi, mon ambition, c'était pas de jouer du jazz. Mon ambition, c'était d'écrire de la musique. Donc, on s'est séparés un peu parce que je suis parti dans des tournées, je sais pas quoi. Puis j'ai commencé à faire des enregistrements. Puis lui, il faisait du jazz de son côté, je pense. Et on est engagé pour jouer à la place d'un groupe d'étudiants. Non, on n'est pas étudiants, moi je suis au lycée, tu vois. On est engagé au Casino de Quiberon. Et il y a Alain et moi, et puis le batteur et le guitariste sont des mecs qui étaient dans le groupe d'avant, qu'on connaît absolument pas. Et le mec du casino, il nous dit, vous allez jouer l'après-midi à 17h, en plein cagnard, sur la terrasse du casino qui vont. Tout le monde s'en foutait, tout le monde était à la plage. Et il nous fait faire des gilets comme les loufiards écossais, tu vois. Là, on commence à picoler un peu, j'avais jamais bu de ma vie.
Parce que mon père, il buvait comme un trou, tu vois, mais nous, les fous, Pinardo, pas question. Et puis, dans la rue, un peu plus loin, il y a un endroit qui s'appelle le Suroît, qui est un bistrot, bar, club, je sais pas quoi, de nuit. Et là aussi, il y a un orchestre de jazz. Mais là, le soir. Et nous, on déboule, contrebasse, sax, guitare, batteur. Et on fait le bœuf, et moi je vais chercher la basse. J'avais une basse en contreplaqué encore à l'époque, mais pas une merde. Enfin, je pouvais en jouer. Ouais, tu vois, c'est un instrument. C'était pas un truc de. Je sais pas, tu vois, une caisse à savon. Et donc je prenais la contrebasse en douce un peu, tu vois. Puis c'était pas loin. On allait, et puis on faisait le bœuf toute la nuit et tout. Et l'autre, il l'a appris. Et là, il appelle dans le club un soir, tu vois. Puis, ouais, de toute façon, vous êtes viré. Puis moi, on s'était mis au punch planteur. Et là, c'était 1h du mat, j'avais un coup dans le pif. Je lui fais, non, à 16 ans, tu vois. Je fais, non, pas question. Non, vous nous virez pas, c'est nous, on se barre. Tout, c'est de la... Puis je l'envoie chier, tu vois. Puis on n'y a jamais refoutu les pieds. Bon, il nous a pas filé notre pognon non plus. Et là, du coup, le patron de cet endroit-là nous donne, alors lui, 10 francs, quoi, tu vois. Ce qui était que dalle, tu vois. Première photo, Alain Tabarnouval va apparaître, tu l'as peut-être pas. Ils sont en haut d'un balcon à la salle Pleyel pour regarder des musiciens qui défilent sur scène en hommage à Bud Powell. Ça se passe le 13 mars 1964. Hommage à Bud Powell, concert Salvagram. Il y avait Errol Parker, Roland Haynes, Nathan Davis, Henri Texier, Alain Tabarnouval, Michel Auxerre, Sonny Chris, Bill Coleman, oui, Johnny Griffin, Donald Byrd, Art Taylor, Michel Gaudry, Georges Arvanitas, René Tregard, Daniel Humer, Albi Tulaz, Hubert Foll, Roger Guérin, Pierre Culaz, Eddie Louis, Jean-Luc Ponty, Jeff Gilson. Ça, c'était donc un hommage à Bud Powell, c'était pour récupérer des sous, parce que Bud Powell devait être hospitalisé, ils n'avaient pas de rond, et tous ces musiciens avaient joué, comme ça se pratique beaucoup dans le jazz d'ailleurs. Comme disait Douaneau, un photographe, c'est le greffier des temps modernes. La rencontre miraculeuse entre un musicien et un instrument est comparable à une rencontre amoureuse. L'occasion ne peut jamais avoir lieu, mais si par chance elle se produit, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, on le sent, on le sait, et la sensation est intraduisible en mots. Et donc, à partir de ce moment-là, on a fréquenté le Caméléon, le Chat qui pêche, et le Chat qui pêche, c'est devenu notre quartier général. Et on allait écouter, d'abord on allait écouter Aldo, et Aldo avec JF, il y avait un pianiste qui jouait très bien, c'était le genre, là on était en plein dans le Miles Davis, à fond la caisse, mais le Miles Davis du quintet avec Red Garland, Coltrane, tu vois, Philly Joe et Paul Chambers. Aldo, il jouait comme Philly Joe, JF, il jouait comme Paul Chambers, et là, alors là, ils accompagnaient, ça a commencé à devenir lourd, Jackie McLean. Donc nous, il y avait la patronne, ça s'appelait Madame Ricard, la mère Ricard, on l'appelait. On aurait dit Edith Piaf avec une balafre comme ça. Le Chat qui pêche, c'était de sa bord, était au premier, seulement au rez-de-chaussée, comme un bistrot, fermé, tu vois. C'est là où on enregistre Donald Byrd, Art Taylor, tout ça, tu vois, Bobby Jaspar, etc., Doug Watkins. Ils sont là, mais c'est encore là. Après, elle ouvre le club en bas. Alors là, c'est un trou à rat de première, tu vois ce que je veux dire, où tu meurs t'es asphyxié tellement il y a des clubs. Puis alors, elle entasse les mecs quand il y a du monde et tout. Et à moi, il y a Alain. Enfin, là, il était un peu plus âgé que moi, mais quand même, on n'avait pas 21 ans. Il fallait avoir 21 ans, tu vois. Je te dis, on avait 16, 17, 18 ans. Mais on faisait, mec, elle dit, ouais, écoute, petit, tu te mets dans un coin et je veux pas avoir d'ennui avec la police, et je veux pas te voir. Tu vois, et on était debout, on n'avait pas mes gratos. On avait réussi à infiltrer. Tu vois, parce qu'on était, ouais, on est musicien, tout ça, on n'a pas trop de sous. Bah, allez, vas-y, demi-tarif. Puis petit à petit, on rentrait, quoi, tu vois. Et puis très vite, on y a joué. Avec le quintet, le fameux quintet. Et là, un jour, il y a une bagarre entre Algériens, tu vois, dans son club, elle a voulu les séparer, et c'est pas encore hasard, de ce jour-là, les Arabes étaient interdits. Il y avait un seul Maghrébin qui pouvait rentrer, un mec, qui était un pote à elle, sinon, personne ne rentrait.
il y avait un mec à l'entrée qui checkait, parce que c'était un quartier un peu, tu vois, un peu comme ça entre les deux. Il y avait des touristes, il y avait, tu vois, c'était un peu mélange, donc il fallait que ce soit un peu cool la boîte, tu vois. Puis le jazz, c'était un truc cool, ça attirait pas les branques. Et c'était pendant la guerre d'Algérie, tout ça, tu vois. Donc il y avait des troubles. Et puis manque de bol pour Alain, qui est comme ça, comme tu es bien placé pour le savoir, était métis français et métropolitain, ta maman, ta grand-mère et un Guadeloupéen, ton grand-père. Le mélange faisait qu'en fait il ressemblait à un Oraf, c'est ça. un Maghrébin. Pas tout à fait, mais les mecs ils allaient pas chercher, ils s'en foutaient. Ils voyaient un jeune mec comme ça et donc d'abord premièrement c'est ce qui était à l'époque, on ne demandait jamais tes papiers, mais Alain pouvait pas sortir de chez lui quoi, pour aller à l'épicerie ou pour aller acheter du lait ou pour aller acheter un paquet de clopes ou je sais pas quoi, tu vois. Il sortait de chez lui, boum, il tombait sur une patrouille, il était arrêté. Délit de sale gueule, mais de faciès. En même temps, les mecs, ils contrôlaient, quoi, parce que c'était... Mais il y avait la manière. Le nombre de fois, donc il avait ses paplards, il avait sa carte d'identité, moi j'étais, la plupart du temps, on était tout le temps ensemble, donc j'étais là, et puis le mec il arrêtait, et toi là, d'abord tutoyais direct, bougnoule, machin, enfin sous-entendu, et toi viens par là, bon, lève les bras, tiens mets-toi contre... Et alors le mur comme ça, tu vois, machin, la fouille quoi, tu vois, puis moi j'étais là, j'attendais. Tu vois, alors pour lui c'était terrible, et moi c'était un autre genre de terrible, enfin c'était effrayant quoi, enfin c'était choquant quoi, moi j'étais, là j'ai vraiment appris l'injustice. Et après regarder sa carte d'identité, il disait, ah mais Tabar Nouvelle, c'est pas arabe ça. Il rendait mais comme une merde comme ça. Déjà bon, il était pas clair, donc il avait aucune raison de lui parler normalement, tu vois. Ouais, c'était l'humiliation. Exactement. Mais l'humiliation banale quoi. Alain souffrait de pas mal de ségrégation quand même aussi à l'époque, je me souviens de ça. Oui, c'est ça, oui, il était emmerdé. Puis même les relations, les copains d'école, tout ça, le truc, ça le... Je sais pas, il s'était confié plusieurs fois, ça l'empoisonnait quand même pas mal, ça, c'est vrai. 13 février 1966. D'accord. Voilà. Une date historique, puisque c'est là que je vais rencontrer Henri Texier et en même temps Alain Tabar Nouvelle. Alors là, c'est au Blue Jazz Museum, qui était conduit et dirigé par Terronès. Oui. Et ça, c'est ma casquette. C'est vrai. Ah oui, Ça, c'est drôle. il prête toujours ma casquette, j'aimais bien. Ah oui, c'est ma casquette. Mais pitié. C'est là qu'on a commencé à se parler davantage. Mais comme le 24, en tout cas, je suis vraiment entré dans l'intimité, puisqu'on me pique ma casquette. Alors là, je ne vais plus arrêter de les voir, puisque j'apparais ce jour-là. Je suis adopté, quoi. Ouais. Et du coup, il y a un mec qui s'appelle Jeff Gilson, qui est un des mecs qui est considéré comme à la pointe de l'avant-garde en France, qui nous repère. Il y a des photos tu vois, avec lui et tout ça, qui nous fait faire notre premier disque. Voilà, il y avait un mec qui jouait, et on jouait d'ailleurs à deux. Il y avait un mec qui jouait de la basse électrique et moi je jouais de la contrebasse. Il nous entend avec Alain, on fait des trucs, on fait un concert avec lui et tout, et on fait ce premier disque-là. Et c'est la première fois qu'on enregistre. Alain Tabar-Nouval, le meilleur soliste de la formation est l'élément le plus prometteur de ce nouvel orchestre Gilson. Sa fougue sur cet instrument est proprement stupéfiante. Mais c'est au saxophone soprano, instrument qui est en passe de détrôner le ténor ou la trompette dans la hiérarchie des valeurs populaires, que Tabar-Nouval fait étalage de toutes ses qualités. Son débit extraordinaire évoque irrésistiblement celui de Coltrane. Tabar-Nouval parvient à créer sur son instrument un climat d'exaspération cousin de la trance coltrénienne. Il établit rapidement une haute tension qu'il sait maintenir tout au long de son chorus. Nous voilà plongés dans un paroxysme sonore aussi grisant que celui familier au Grand Swell. Tabar-Nouval est un jeune qu'il faut suivre de très près. Le jazz français détient avec lui sans aucun doute un élément de grande valeur qui est jeune et qui peut donc atteindre à de plus hauts sommets que ceux auxquels il est déjà parvenu.
Et donc, avec Alain, donc, il y a Jean-Claude Petit qui écoute des trucs dans les émissions de jazz à la radio, qui note des machins, qui a l'oreille parfaite, qui est au conservatoire, qui est pris de tout, quoi. Si tu sais pas, vaut mieux citer le prix de quoi qu'il est pas, mais ça n'existe pas, il les a tous, quoi. Et donc, harmonie, contrepoint, machin, accompagnement, piano, tout la totale. Et solfège, évidemment, et tout. Et il relève les trucs et il nous les apprend verbalement. Mais ce qui est drôle, c'est que ce qu'ils savent pas, c'est que moi, ils m'apportaient beaucoup aussi par leur innocence, mais ils ne comprennent pas ça mal, au contraire, leur innocence dans la bonne définition de ça. C'est-à-dire, il y a des choses qu'ils ne savaient pas, mais qu'ils voulaient apprendre, et en même temps, ça leur offrait une liberté que je n'avais pas moi. C'est-à-dire, moi, j'étais un peu quand même dans un cadre classique ou jazz, mais je savais ce qui se passait, et un peu contraint quand même, d'une certaine manière. Et je suis sûr qu'ils avaient, d'ailleurs Henri l'a montré par la suite, une grande liberté dans l'esprit qui leur permet de réinventer leur musique. Très bien. Parce que moi, j'étais toujours un peu dans des règles qui imitent les grands pianistes de jazz, ou qui imitent, je jouais à la Monk, à la Bill Evans, etc. Mais un petit peu trop. Alors je m'en suis un peu libéré avec l'âge et tout ça, mais j'avais une tendance à les imiter trop bien. Oui, c'est ça. Disons. Alors que, non, c'était pas ça. Ils avaient une spontanéité que je pouvais pas avoir. Donc c'était, je pense, un enrichissement mutuel. Mais l'école est un piège, c'est-à-dire c'est un grand enrichissement. Mais si on se contente de répéter l'école, c'est un handicap après. Et il y a des gens qui sont plus autodidactes, ce qui était leur cas, tous ces gars-là, qui finalement ont une liberté plus grande au départ. Alors il faut apprendre des choses, mais ils s'enrichissent au fur et à mesure, de manière autodidacte. J'ai toujours pensé qu'on n'avait jamais trouvé un véritable équilibre pour enseigner la musique comme ça, et que les professeurs vous apprennent à équilibrer. Et c'est toujours un problème pour tous les enseignements, probablement, mais pas que la musique, mais c'est celui-là que je connais mieux. Et je crois que les professeurs doivent. C'est pour ça que je n'ai jamais été professeur, parce que d'abord tout le monde chez moi est professeur ou instituteur ou directeur d'école, sauf moi. Mais j'ai trop vu que ça me met dans des rails dont on a du mal à sortir. Or le jazz, ce qui est formidable, c'est justement l'improvisation. Et donc c'est inventer son propre discours. Et là, ça demande une grande liberté. Et c'est ce que m'apprenait Alain Tabarnoval, Henri Texier, puis et puis d'autres que je ne cite pas là, parce que quand même, on allait donc dans les boîtes, on allait donc dans les grandes écoles pour jouer, on rencontrait des musiciens comme ça, donc on passait de l'un à l'autre. C'est comme ça qu'Alain a joué avec d'autres, des sortes de trahisons d'un petit groupe. Mais enfin, c'est vrai qu'on est tous comme ça, quoi. On finit par trahir notre adolescence pour faire plus. Ouais, Alain et moi, on a grandi dans cette musique-là. On est en pleine tradition africaine, quoi. On avait tous ceux dont je parle depuis l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 22, pour faire simple, ou 23, ou 13 et 23, ça fait 10 ans, on vit tout ensemble, et tout ce qu'on apprend, on l'apprend oralement. On est en pleine tradition orale africaine, quoi. Dans le versant africain de la musique de jazz. L'écrit, ça n'existe pas. Et puis, à partir de ce moment-là, je trouve un engagement au Lavandou. Et le mec, il l'appelle le Blue Note, il est fou de jazz, et il nous engage. Et voilà, et on est là. Il y a Alain qui est à l'alto, il y a un mec qui s'appelle Bernard Théophraste qui est au ténor, et il y avait Jean Schultes, le chanteur qui après a rejoint Jean-Claude Petit et surtout Pierre Lindahan pour faire de la variété, tu vois. Et là, on joue deux années de suite. Et donc, ces 2 années-là, il y a Daniel Humer, qui est au Lavandou en vacances dans la famille de sa femme et qui s'emmerde, mais sans soudeur, il déteste la plage, il déteste le pinard, il déteste la bouffe. Et il fume pas, il boit pas, il fait rien. Et il se fait chier, mais grave, tu vois, toute la journée. Et il entend dire qu'il y a des jeunes mecs qui jouent dans le club, il vient, il fait le bœuf et tout. Et il porte des chemises américaines, monstrueuses, avec des boutons en colle, comme ça. Je sais pas, je fais exprès, mais des super belles limouses et tout. Moi, je suis comme un fou, je parle pas trop de moi, mais Alain, il était un peu là-dedans. On était très proches, on passait beaucoup de temps ensemble. Et moi, j'ai toujours trouvé, il devait être un peu plus âgé que moi,
J'ai toujours trouvé que c'était un type extrêmement philosophe, extrêmement intéressant. Je le considérais presque comme un maître à penser. J'ai demandé des trucs sur les conflits de la vie de tous les jours, des conneries. Pas que musical, quoi. Non, non. Ouais, d'accord. Et on était quand même plein d'ambition. On voulait faire de la musique. Et il avait une vue, comment dire, très... Il était un type très honnête, par exemple. Il avait une honnêteté intellectuelle formidable. C'est quelqu'un qui était d'une richesse incroyable. C'est-à-dire que moi, il m'a ouvert des portes en même temps. Bon, j'étais peut-être prête à les ouvrir aussi, mais bon, c'était la poésie, c'était la littérature, c'était pas que la musique, tu vois. C'était quelqu'un qui avait une ouverture extraordinaire. Il partageait comme ça des tas d'intérêts divers qu'il avait dans la vie. C'était tout le temps de l'ouverture, tout le temps. En même temps, c'était une grande modestie. Je me souviens quand il composait de temps en temps, donc je sais plus, on allait se balader au bois de Boulogne. Alors on s'asseyait sous un arbre et puis il me chantonnait ce qu'il avait composé. Puis des fois, il me disait bon, qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves que c'est bien? Alors tu vois, et des fois, je sais pas, je disais mais écoute, c'est toi qui sais, c'est pas moi. Mais non, mais toi, tu sais plein de choses aussi. Alors des fois, je chantonnais des trucs. Il me disait oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Il prenait aussi des idées chez l'autre. Ça fonctionnait tout le temps dans sa tête, quoi. Mais en même temps, pas du tout dans une solitude. C'était pas quelqu'un qui avait besoin de se mettre à l'écart pour composer. Au contraire, c'est la présence des autres, des gens qu'il aimait, qui tout à coup lui faisait trouver aussi des choses, quoi. On s'identifiait complètement aux Noirs américains, quoi. Enfin, mon rêve à l'époque, ça aurait été d'être Noir américain. Tu parles d'une vie, toi. Déjà qu'en France, ça rigolait qu'à moitié, mais alors là-bas, c'était même, surtout dans les années 60, là, au secours, là, tu vois. Et on s'identifiait, au travers du jazz, hein, tu vois, complètement. Enfin, moi, je m'identifiais complètement, et c'est là que je rencontre Daniel, et c'est là que je le branche pour lui dire tiens, je t'achèterais bien une chemise, tu m'en vendrais une. Il me dit ouais, je le rappelle à la rentrée, il me donne son numéro de téléphone. En septembre, il me dit ouais, qu'est-ce que tu fais ce soir? Je dis rien. Il dit tu veux pas garder ma fille? Et c'est là que je me mets à garder sa fille. Et c'est là que j'ai accès à des disques que je connaissais absolument pas, notamment Art Pepper avec la section rythmique de Miles, enfin des trucs, des Jerry Mulligan, des machins, enfin plein de trucs qu'il a, Daniel. Il a une chaîne aussi. Enfin, etc. Donc je découvre des choses et puis je continue à partager tout ça avec Alain. Pendant ce temps-là, on fait un quintet. Je fais un quintet avec d'abord un quartet avec Jacques Tolo que j'ai rencontré chez Jeff Gilson. Et là, c'est la grande période Ornette. Et je fais un quartet avec Tolo, Jacques Tolo. Un pote à lui qui s'appelle Jean-Max Albert, et Alain, et moi, tous les deux. Donc, et on joue des disques d'Ornette. Que du Ornette. Que du Ornette. Ouais. Et du Don Cherry. Parce que, mais avant Ornette, on découvre ça en même temps que le Vanguard et tout, et on commence à travailler ça, et arrive Don Cherry qui s'installe à Paris à ce moment-là. Et là, on a une vingtaine d'années, c'est 65-66, je me souviens des dates, et là, on va évidemment, on se précipite écouter Don au chat, tu vois, parce qu'on le connaissait par les disques et tout. Et là, il joue avec Aldo, Gato Barbieri et Karl Berger au vibraphone. Là, on est emboucané carrément, tu vois, c'est... Alors là, je fais un quintet avec Georges Lacatelli en plus. Et donc, il y a le beau-frère de Karl Berger, qui s'appelle Klaus Hagel, qui est allemand, évidemment, comme lui. Karl Berger qui joue le vibra chez Don Cherry. Ouais. Et donc on est immergé complètement là-dedans, au point que avec le Klaus Hagel, avec ce quintet-là, je vais voir la mer Ricard, parce que moi je me trouve à un endroit où on est quasiment les seuls à jouer cette musique-là en France. Ouais. Malheureusement, on n'a jamais vraiment enregistré de trucs à l'époque. Alors là, Don Cherry, c'est important parce que c'est Texier qui joue au Chakipès, qui remplaçait, je crois, Jean-François Génie-Clark. Ça va me donner un accès à un musicien qui va avoir aussi beaucoup d'importance, pour moi bien sûr, mais pour eux. Ouais. Voilà. Don Cherry, c'est quand même... Je dirais, Ornette Coleman et Don Cherry constituent les phares un peu pour eux. Mais à l'époque, par contre, on jouait, quand on a joué au chat, on a joué 15 jours ou 3 semaines d'affilée. Hein.
Ah, tous les soirs. Tous les soirs, c'était formidable. Ouais. Ça n'existe plus. Mais à l'époque, Chet venait là, et puis il était là pendant 3 semaines. Quoi. Ou Dexter, ou Don, il jouait. Enfin, je ne vais pas dire qu'on remplaçait Don d'ailleurs, mais ils étaient partis, le quintet de Don, qui était notre copie conforme, on pourra dire, était parti en tournée, je ne sais pas où, et on avait été engagés, c'était au mois d'août, il me semble. Je dis Henri, donc Henri, avec toute la bande qui pouvait constituer son quintet, dont Alain évidemment, constitue, je dis ça, le guide de haute montagne du jazz. Parce que moi, je suis plus proche, j'ai dépassé Nouvelle-Orléans, mais je suis dans le bop, mais je ne pensais pas accéder, mes oreilles ne pensaient pas aller jusqu'à Ornette Coleman aussi vite, par exemple. J'étais imprégné de cette musique. C'est-à-dire que je voyais les répétitions, je voyais les concerts, j'avais l'impression... J'étais pas peu fier de faire partie de l'histoire à ma manière. Alors les musiciens de Henri Texier sont les suivants. Henri Texier à la contrebasse. Merci messieurs. Applaudissons. Alors voici Henri Texier qui va jouer de la contrebasse et qui se présente à nous entouré de Alain Tabarnouval au saxophone alto, de Jean-Max Albert à la trompette, de Georges Locatelli à la guitare et de Klaus Hagel à la batterie. Alors je ne vous dirai pas quel thème va être joué par cette formation, je peux simplement vous dire qu'ils vont jouer pendant 5 minutes et puis ensuite on verra ce qu'ils nous auront révélé. Ils ne le savent pas eux-mêmes au départ. C'est pas du free jazz mais c'est presque ça. Le free jazz a été un élément réunificateur pour nous qui permettait certaines libertés et en même temps fallait contrôler les thèmes. Parce que dans les premiers thèmes d'Ornette, même s'il n'y a pas de piano, sous-jacent, il y a certaines harmonies qui sont... Parce que ça peut être des démarcations de certains thèmes connus. D'autres qui sont carrément libres, mais il y a un tel esprit qu'on a à la fois le sentiment de liberté, mais extrêmement travaillé finalement. Quand on réécoute ça, même encore aujourd'hui, cette liberté d'Ornette et de Don, quoi, il y a une espèce de connivence. Il y a eu d'autres mouvements. Il y avait Albert Heller qui était un espèce de free infernal. Mais ce qui nous a plu, c'est qu'il y avait des jolis thèmes, qu'il y avait beaucoup d'énergie, qu'il y avait possibilité de s'exprimer individuellement et ensemble, revenir un peu aux sources d'une espèce d'improvisation collective. Et tout ça... on l'a vécu avec une intensité forte, intensité à la fois humaine, parce qu'on était vraiment très liés ensemble, avec des questionnements quand il a fallu se séparer de Pierre-Alain Daon, parce qu'on avait rencontré Tolo. Et Tolo, il était à fond dans il était un peu, tu vois, un petit génie, mais fêlé, tu vois. Donc, il était parfait pour la nouvelle direction qu'on voulait prendre. Donc ça a duré, on a joué au Chat, on a joué différents endroits, différentes manifestations avec différents batteurs, Tolo, Aldo, Klaus Hagel, longtemps aussi. Il y a eu un concert à Bobino comme ça, d'ailleurs Alain y était, il y avait Barnet, il y avait vraiment du beau monde, mais c'était un peu sans queue ni tête. Un batteur qui joue un tempo, l'autre un autre. Bon, il
les bassistes, on voyait qu'ils jouaient, mais ça s'entendait pas trop. La part de l'invention est, je crois, 75%. La thématique joue un bien moins grand rôle que par le passé. Et c'est plutôt entre le public et le musicien, c'est plutôt un rapport passionnel qui s'établit qu'un rapport esthétique. Oui. Quand on vous regarde jouer, enfin du moins en répétition, on a un petit peu l'impression que vous jouez beaucoup plus pour vous que pour un public. Et si nous jouons pour nous, c'est à travers nous que nous jouons pour le public. Nous sommes Nous n'existons qu'en fonction du public. Finalement, est-ce que vous considérez que cette nouvelle forme de jazz est une révolution? Je pense que oui. Dans quelle mesure? Dans la mesure où on a rompu définitivement avec pas mal de règles arbitraires. Alain Tabarnouval Quintet, officiellement le 30 avril 1967. Il y a Henri Texier, Locatelli, Vincent l'Espagnol, Jean-Max Albert et Jean-François Génie-Clark. C'est au château de Verderonne. Alors là, Edwige est fatigué, il va s'allonger dans le bois. Il est en train de manger, je sais pas si c'est des moules ou... Non, c'est de la salade, je crois, tu vois. Ah d'accord. Mais tu sais, c'est terrible parce que, je dis de la photographie, elle vous empêche d'oublier. Ouais. C'est-à-dire que pratiquement, quand tu me remets là-dedans, la tête dans le cahier, là, Oh, je me rappelle la chaleur qu'il faisait. C'est vrai, il faisait très, très chaud ce jour-là. Et là, pour moi, évidemment, je buvais du petit lait de me retrouver à table au même titre que les autres. Ouais. Bien que, il n'y a pas de raison, c'est pas des gens qui m'étaient supérieurs pour autant. Et à partir du moment du quintet, là, Alain, il a commencé à... C'est là où je reviens à son caractère. Il a commencé à devenir... Déjà, il était, comment dirais-je, farouche comme mec. Et il avait un caractère très changeant. C'est-à-dire qu'un coup, il pouvait être super mignon, super gentil, super affectueux, super attentionné. Puis d'un coup, il y avait un truc qui... Il était un peu, pas bipolaire, mais il y avait une autre face où tu avais l'impression qu'il s'enfermait un peu dans son trip. Il était extrêmement chaleureux. À cette époque-là, Henri, Alain, Klaus, on formait comme une espèce de famille, quoi.
on mangeait, et Jean-Max, tu vois, on mangeait les uns chez les autres, on discutait, on allait écouter. On était dans un espèce de mouillonnement, oui, comme un bouillon musical, mais comme une famille, on s'entendait vraiment. Et quand il y avait tu posais une question, ben, tu la mettais sur le tapis et c'était ouvertement discuté. On s'est jamais posé la question de savoir si on allait être des musiciens de jazz. On était des musiciens de jazz. C'est tout, quoi. Oui. On était des musiciens de jazz. Puis tout d'un coup, de jouer avec tout d'un coup, je jouais avec Bud Powell ou Kenny Clark. Et j'étais compétent ou pas, je chiais dans mon froc. Pardon, c'est tu vois, bip. Tu vois, j'étais fou d'angoisse. C'est pas le problème. Je veux dire, c'était normal pour moi d'aller jouer avec ces mecs-là. C'était mon destin. Ton destin. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, c'était son destin. Et il se barre là-bas parce qu'il y a le... Moi, j'ai compris ça comme ça, parce qu'à cette époque-là, dans la fin des années 60, il y a un mythe avec la Scandinavie. Tu vois, il y a un mythe d'accueil des Blacks, alors qu'en fait, les Danois étaient super racistes. Mais il y avait plein de mecs qui avaient été vachement bien accueillis, des mecs comme Lucky Thompson et tout. Il y avait Dexter qui était là-bas, qui avait quitté Paris, avec qui j'ai joué énormément. Et Dexter et Art Taylor, avec Jean-Claude Petit au piano. Et donc... Et ils adoraient Jean-Claude Petit parce qu'il jouait moderne, genre entre Bill Evans et Herbie Hancock, Wynton Kelly, tu vois, une espèce de mélange absolument pas personnel, mais où il avait chopé tous les bons accords, le bon phrasé, les belles phrases et tout, parce qu'il jouait très bien, avec un beau toucher et tout. C'était un vrai super. En plus, prix d'accompagnement, le mec il faisait tute, l'autre il faisait schnuck, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'était les mecs, ils étaient là, ils disaient putain, mais waouh. Pour moi, il avait un bel avenir. Il avait même un avenir international parce qu'il voyageait, il avait cette envie-là. Et je me suis dit, mais il va faire une carrière de saxo alto comme ça, à tous les coups. Et puis ça s'est arrêté brusquement. Mais c'est vrai qu'on était devenus des frères tous là. Surtout, même avec Georges Locatelli aussi, que j'ai retrouvé dans les variétés. Après, il a accompagné des chanteurs. Donc Henri Texier, lui, il a fait une carrière dans le jazz, il continue, et de loin en loin je le vois, mais enfin, alors, lorsqu'on se voit, on se tombe dans les bras. Et puis voilà, donc j'ai une fidélité à ma jeunesse très très grande, et Alain fait partie de mon histoire, de ma vraie histoire, parce que tout ça m'a amené... Alors ici, maintenant, je suis président de l'SSM, mais on est élu, c'est pas une fonction, c'est provisoire, heureusement. Mais enfin, j'ai fait absolument autre chose que ce que je voulais. Puis après les arrangements, j'ai rompu avec les arrangements, encore une rupture, et j'en suis venu aux musiques de films, puis même j'ai écrit deux opéras, enfin voilà. Donc ça change tout le temps, ça évolue tout le temps. J'ai eu une vie comme ça, mais la vie que j'ai le plus aimée, c'est quand je débutais dans la pratique vraiment de ce qui m'intéressait, c'est-à-dire improviser du jazz, et avec des copains que j'éduquais un petit peu, puisque moi j'étais le savant qui venait du conservatoire, donc je leur donnais des conseils, je leur montrais des trucs, quoi. Donc c'était en plus très intéressant sur plein de plans humains, et j'en ai gardé un souvenir extraordinaire. Alors quand je retrouve une photo comme celle que j'avais vue dans la collection de Jean-Pierre Leloir, qui était un photographe qui nous filmait aussi, qui nous faisait des photos, mais maintenant c'est une collection très chère qu'il faut acheter. Donc celle-là, j'avais repéré qu'il y avait Pierre-Alain et Alain. Donc pour garder une image d'Alain, je l'ai chez moi. Voilà. Donc j'ai acheté la photo. Pour lui, c'est dire à quel point sentimentalement, voilà. Et puis je me souviens qu'il nous avait présenté à sa sœur aussi. Il a dit ça. Que je trouvais jolie, pour tout dire. Pour tout dire, mais que j'ai plus connu du tout, mais bon, les petites anecdotes, quoi. Oui, c'est des petits coups de cœur, des petits regards comme ça. Alors avec la famille, quand même. Là, il était très très doué, c'était un garçon doué, de manière très très évidente. Je suis certain que s'il était encore en vie, on serait ensemble. On se connaîtrait encore, on se verrait, etc. Autant qu'Henri Texier, c'est tout ça. Les amis de notre adolescence, c'est ce qui est le plus important finalement. À mon âge, on se rend compte qu'on est resté un enfant comme ça, un grand enfant. C'était quelqu'un qui était génial, il jouait mieux que qui que ce soit. Enfin, c'était vraiment... bon,
c'est vrai. Enfin, moi, je comparais pas, hein, j'ai pas fait les comparaisons, mais effectivement, bon, ce que je sentais, c'était que c'était un musicien, que c'était quelqu'un qui avait une grande profondeur, et de l'avoir côtoyé et ce qu'il pouvait dire de la musique et ressentir de la musique, je pense qu'effectivement, c'était quelqu'un de génial, quoi. Bien, l'autre jour, j'ai retrouvé un numéro de Jazzot où il y avait un article où on parle de lui. Voici quelques extraits d'articles retrouvés dans les revues Jazzot ou Jazz Magazine. Cette année, Leandro Gatto Barbieri était resté aux États-Unis. Don a donc fait appel pour le remplacer au seul saxophoniste français qui pouvait se comporter honorablement à ses côtés, Alain Tabarnouval. Les qualités qu'il possède déjà et dont je parlais le mois dernier font que s'il restait quelques mois au contact de Don Cherry, il apprendrait très vite beaucoup de choses. Sa puissance fait déjà merveille en tout cas, surtout au ténor, instrument qu'il a maintenant adopté. La première sortie d'Alain Tabarnouval au ténor fut très impressionnante. Déjà pourvu à l'alto d'un volume assez énorme, il fait un malheur sur le gros tuyau. Rendez-vous dans quelques mois et vous verrez si Alain ne devient pas un de nos saxophonistes les plus appréciés. Je considère personnellement qu'il est de tous celui qui a le mieux pigé l'esprit du free jazz et celui qui le joue déjà le plus intelligemment. Il n'est pas de ceux qui cherchent en se masturbant le moi profond. Il joue comme un fou, un point c'est tout. La sincérité n'a pas besoin de gimmick. Cette fin de concert fut passionnante. Et là encore, Tabarnouval produisit la musique la plus excitante, la plus démentielle, la plus fantastique. De cet alto torturé, étranglé, que Tabarnouval presse et malaxe, de ces impressions sonores, de ce magma de son, monte une force lente qui, comme la fumée stagne sur le champ après la bataille, se répand et s'étale, subsiste longtemps après que le dernier écho a retenti. Le 13 octobre dernier, les activités du quintet Henri Texier reprenaient avec l'enregistrement d'une musique de film. Après le succès de son engagement du mois de juillet au Chat qui pêche, il devait fournir d'excellentes prestations au Festival de Bologne et de Comblain. À Comblain, Roy Haynes n'avait pas caché son enthousiasme pour le groupe et pour Tabarnouval en particulier. Pour certains déjà, cette musique n'est pas une position esthétique, mais une nécessité d'expression vitale. Les deux exemples les plus flagrants étaient présents à ce concert. Alain Tabarnouval, ténor sax, et Aldo Romano, drums. À eux deux, ils ont fait l'unité de ce concert. Alain Tabarnouval est probablement la voix la plus puissante de sa génération. Puissante par sa sonorité et par sa façon de se placer face aux autres. Il est un leader naturel. Personne ne jouait comme Herbie Hancock à l'époque, tu vois, c'est les débuts des Blue Notes. Là, Dexter, il arrive, c'est l'époque, il vient de faire tous ces beaux disques de Art Taylor, il arrive, il vient d'enregistrer Giant Steps avec Coltrane. Mais je m'en rends même pas compte, moi, tu vois. Je réalise même pas. Ouais. D'ailleurs, c'est pas ma préoccupation, tu vois ce que je veux dire. Et moi, j'arrache, tu vois, et puis voilà, et puis ils sont hyper mignons avec nous, et tout ça, je le partage avec Alain et tout. Si tu veux, je jouais dans ces trucs-là avant de partir à l'armée. Après, quand je pars à l'armée, j'ai plus de ces nouvelles. Donc, je sais pas ce qu'il dit. Tout ce que je sais, enfin, l'impression qui me reste, c'est qu'il se radicalise dans le free.
musicalement, il part de là où on est parti, tu vois. Moi, je continue à jouer du jazz tout en foutant le bazar chez Phil Woods, parce que j'amène un peu ça, tu vois, le côté fridolin chez Phil Woods, tu vois. Fricassé, tu vois. Mais on joue toujours de la musique figurative, tu vois. Et alors, il se barre de plus en plus dans le non figuratif. Dans le radical, dans l'Albert, il va chez Chikai. Quand Alain m'a dit qu'il partait, bon, Dunn, il était peut-être un peu en Scandinavie aussi. Oui. Il y avait ça, donc il avait une ouverture, une voie dans ce système-là, c'est ce que j'ai cru comprendre, et qui voulait partir dans cette direction-là et approfondir la musique avec ses musiciens. Et je relisais une interview de Don Cherry, donc de ces années-là. À un moment, il dit Albert. On parle d'Albert, il avait le même esprit que Coltrane. Et après, il dit, et Tabarnouval, le même esprit qu'Albert. Non, tu vois le zigomar que c'était quand même. Ouais. Et donc là, il s'en va. Et puis j'ai appris qu'il est tombé d'un train et j'ai jamais su si c'était suicidé, si c'était si c'était un accident qui paraît fort improbable. Mais je sais qu'il était très émotif et sentimental, quand même. Donc j'ai été bien sûr choqué, surpris et tout, mais pas étonné, parce qu'il était très sensible. Ouais. C'était un être très sensible. 7 juin 1968. Dans quelques jours, je quitte Copenhague. Je crois que c'est la fin d'une période de transition. Je suis en ce moment dans un sentiment de tristesse, et les choses s'éloignent de moi, car peut-être je commence à les regarder pour elles, et non pour prouver quelque chose de moi. Je viens de découvrir le silence en moi. À la place des milliers de mots et de jeux de mots qui sont sortis de ma bouche, voilà que vient le silence. C'est une sensation jamais éprouvée auparavant. Avant, ce silence était joué. Aujourd'hui, j'écoute. Cela fait maintenant 2 mois entiers que je n'ai pas pu jouer de saxophone. Seulement maintenant, du fait de son absence, j'apprends à l'aimer, à le respecter aussi. Samedi 8 juin. Il faut que je vive seul dans une chambre sans personne pour me regarder vivre. Nuit de samedi à dimanche. J'ai marché toute la nuit. Me suis reposé dans un escalier, à même les marches. J'ai ramassé 3 allumettes et 3 mégots, désespérément livré à moi-même. Très grande fatigue. Je n'ai fait qu'attendre depuis que je suis né. Attendre quoi? Qui? C'est comme une chose au fond de moi qui doit sortir tout d'un coup, à un moment. Mais ce moment arrivera-t-il jamais? Je ne sais pas quoi faire. Personne ne peut faire quelque chose pour moi. J'ai toujours désiré construire une cathédrale, mais il me manque toujours la première pierre. Tout ce que je fais est autour de la chose, de l'objet, et non l'objet lui-même. Jeudi 13 juin, 11h du soir. Rien ne va plus. J'ai été partout et rien ne marche. Je vais être obligé de passer la nuit dehors. Une de plus. Vendredi 14 juin. Tout est-il noir à ce point en moi? Je sens le moment où tout peut craquer. Il suffit que ma volonté se relâche un peu. Sujet de nouvelle. Un homme marche parce qu'il n'a plus rien. Mais tout n'est pas forcément perdu. Seulement il est très fatigué. Il veut dormir et il saute dans un canal. Mercredi 19 juin. Toujours pas de travail d'endroit pour dormir. Je veux jouer de la musique, mais cela me semble difficile. Dimanche 30 juin. Fini de jouer avec John Chikai. Parti après bien manger. Maintenant, je n'ai rien de fixe. Il ne me reste plus d'argent. Mon passeport touche à sa fin. Jeudi 25 juillet. 3 semaines d'interruption pour ce carnet. Beaucoup de choses et à la fois rien du tout. Pas de gig, pas de démarrage et la fin toujours présente. Plusieurs fois, j'ai eu un sommeil agité.
Brusquement, respiration très rapide et saccadée, grincement des dents. Je vois l'avenir en noir. Et après, ça a été le retour sur Terre, toi, quand j'ai appris sa mort. Ça, c'était terrifiant, parce que c'était la première fois que j'avais quelqu'un de vraiment très cher dans la musique qui disparaisse. Et je peux dire une chose, j'ai eu, avec les musiciens que j'ai rencontrés dans ma vie, ceux qui ont disparu, j'ai eu plus de peine qu'avec certaines personnes de ma famille, parce que ça a été beaucoup plus intense, beaucoup plus proche, beaucoup plus intellectuel, un dialogue, une discussion, une rencontre, une confrontation, un enrichissement. Tu t'enrichis toujours quand tu joues avec JF, avec Tolo. Donc, si tu veux, moi, à partir de ce moment-là, j'ai plus de nouvelles. Ouais. Terminé. Et j'apprends, à la fin de l'armée, début 68, un truc comme ça, qu'il est mort bizarrement. C'est quelqu'un que je porte encore dans ma vie. Ça m'a constitué, Alain. Cette rencontre, elle m'a construite aussi. Voilà, c'est inoubliable. Ça fait partie des choses qui ont été très importantes dans ma vie. C'est immuable, ça ne peut pas s'oublier. Ça vit toujours en moi. Donc ça fait partie de ma vie. Donc tant que je suis en vie, ce que j'ai vécu avec lui est toujours là aussi. La première fois que mon père m'a entendu jouer avec le saxophone de mon oncle, lors d'un concert, il m'a dit quand je suis sorti de scène, « Tu sais, j'ai fermé les yeux, et dès les premières notes que tu as jouées, j'ai cru entendre mon frère. » La voix de mon oncle a ressuscité un instant grâce à son instrument de musique. Et si les musiciens détenaient le secret de l'immortalité ? Ce saxophone qui l'a suivi pendant de nombreuses années, ce prolongement de lui-même qui a partagé ses joies intenses d'abandon musical, quand l'improvisation fait décoller le musicien du sol et de la réalité. Partager aussi ses moments de doute et de désespoir, quand la musique obsède et fait mal. Son saxophone, c'était sa vie, son moyen de s'exprimer, de pleurer, de gémir, de séduire. C'était sa voix. Aujourd'hui, c'est la mienne. Et demain, sûrement, celle d'un ou d'une autre. Une voix immortelle. Mm-hmm.